Bismillah. Malgré tout mon courage, malgré la rapidité, l'adresse et la souplesse de mon cheval, je ne remportais pas toujours dans la guerre contre les Turcs les succès que j'eusse désirés. J'eus même le malheur, débordé par le nombre, d'être fait prisonnier, et ce qui est plus triste encore, quoique cela soit une habitude chez ces gens-là, je fus vendu comme esclave. Réduit à cet état d'humiliation, j'accomplissais un travail moins dur que singulier, moins avilissant qu'insupportable. J'étais chargé de mener chaque matin, au champ, les abeilles du sultan, de les garder tout le jour et de les ramener le soir à leur ruche. Un soir, il me manqua une abeille, mais je reconnus aussitôt qu'elle avait été attaquée par 2 ours qui voulaient la mettre en pièces pour avoir son miel. N'ayant entre les mains d'autres armes que la hachette d'argent, qui est le signe distinctif des jardiniers et des laboureurs du sultan, je la lançai contre les 2 voleurs, dans le but de les effrayer. Je réussis en effet à délivrer la pauvre abeille, mais l'impulsion donnée par mon bras avait été trop forte. La hache s'éleva en l'air si haut qu'elle s'en alla tomber dans la lune. Comment le savoir, le revoir, ou trouver une échelle pour aller la rechercher? Je me rappelais alors que le poids de Turquie croît très rapidement. J'en plantai immédiatement un qui se mit à pousser à la de lui-même contournait sa pointe autour d'une des cornes de la lune. Je grimpai lestement vers l'astre où j'arrivai sans encombre. Ce ne fut pas un petit travail que de rechercher ma hachette d'argent dans un endroit où tous les objets sont également en argent. Enfin, je la trouvai sur un tas de paille. Alors, j'ai songé au retour, mais au désespoir. La chaleur du soleil avait flétri la tige de mon poids, si bien que je ne pouvais descendre par cette voie sans risquer de me casser le cou. Que faire? Je tressai avec la paille une corde aussi longue que je pus, je la fixai à l'une des cornes de la lune et je me laissai glisser. Je me soutenais de la main droite, j'avais ma hache dans la gauche. Arrivé au bout de ma corde, je tranchai la portion supérieure et la rattachai à l'extrémité inférieure. Je réitérai plusieurs fois cette opération et je finis, au bout de quelque temps, par discerner au-dessous de moi la campagne du sultan. Je pouvais bien être encore à une distance de 2 lieues de la terre, dans les nuages, lorsque la corde se cassa, et je tombai si rudement sur le sol que j'en restai tout étourdi. Mais encore, dont le poids s'était accru par la vitesse acquise et par la distance parcourue, creusa dans la terre un trou d'au moins 9 pieds de profondeur. Mais la nécessité est bonne conseillère. Je me taillai avec mes ongles de 40 ans une sorte d'escalier et je parvins de cette façon à revoir le jour. Instruit par cette expérience, je trouvai un meilleur moyen de me débarrasser des ours qui en voulaient à mes abeilles et à mes ruches. J'enduisis de miel le timon d'un chariot et je me plaçai non loin de là en embuscade. Pendant la nuit, un ours énorme, attiré par l'odeur du miel, arriva et se mit à lécher si avidement le bout du timon qu'il finit par se le passer tout entier dans la gueule, dans l'estomac et dans les entrailles. Lorsqu'il fut bien embroché, j'accourus, je fichai dans le trou placé à l'extrémité du timon une grosse cheville, et coupant ainsi la retraite au gourmand, je le laissai dans cette position jusqu'au lendemain matin. Le sultan qui vint se promener dans les environs faillit mourir de rire en voyant les tours que j'avais joués à l'ours. Peu de temps après, les Russes conclurent la paix avec les Turcs et je fus renvoyé à Saint-Pétersbourg avec nombre d'autres prisonniers de guerre. Je pris mon congé et je quittai la Russie au moment de cette grande révolution qui eut lieu il y a environ 40 ans et à la suite de laquelle l'empereur au berceau, avec sa mère et son père, le duc de Brunswick, le feld-maréchal Munich et tant d'autres, fut exilé en Sibérie. Il sévit cette année-là un tel froid dans toute l'Europe que le soleil lui-même y gagna des engelures, dont on voit encore les marques qu'on observe sur sa face. Aussi, eus-je beaucoup plus à souffrir à mon retour que lors de mon premier voyage. Mon lituanien étant resté en Turquie, j'étais obligé de voyager en poste. Or, il advint que nous trouvant engagés dans un chemin creux bordé de haies élevées, je dis au postillon de donner avec son corps un signal, afin d'empêcher une autre voiture de s'engager en même temps dans l'autre bout du chemin. Mon drôle obéit et soufflait de toutes ses forces dans son corps. Mais ses efforts furent vains, il ne put en tirer une note, ce qui était d'abord incompréhensible et ensuite fort gênant. Car nous ne tardâmes pas à voir arriver sur nous une voiture qui occupait toute la largeur de la route.
Je descendis aussitôt et commençai par dételer les chevaux. Puis je pris sur mes épaules la voiture avec ses 4 roues et ses bagages, et je sautai avec cette charge dans les champs, par-dessus le talus et l'aile du bord, haute d'au moins 9 pieds, ce qui n'était pas une bagatelle, vu le poids du fardeau. Au moyen d'un second saut, je reportai ma chaise de poste sur la route, au-delà de l'autre voiture. Cela fait, je revins vers les chevaux, j'en pris un sous chaque bras, et je les transportai par le même procédé, auprès de la chaise. Après quoi, nous attelâmes et nous atteignîmes sans encombre la station de poste. J'ai oublié de vous dire que l'un de mes chevaux, qui était tout jeune et très fougueux, faillit me donner beaucoup de mal, car au moment où je franchissais pour la seconde fois la haie, il se mit à ruer et à remuer les jambes si violemment que je me trouvai un instant fort embarrassé. Mais je l'empêchai de continuer cette gymnastique. En fourrant ses 2 jambes de derrière dans les poches de mon habit. Arrivé à l'auberge, le postillon accrocha son corps à un clou dans la cheminée et nous nous mîmes à table. Or, écoutez, messieurs, ce qui arriva. Tarata, taratatata, tata. Voilà le corps qui se met à jouer tout seul. Nous ouvrons de grands yeux en nous demandant ce que cela signifie. Imaginez-vous que les notes s'étaient gelées dans le corps et que la chaleur les dégelant peu à peu, elles sortaient claires et sonores à la grande louange du postillon. Car l'intéressant instrument nous fit pendant une demi-heure d'excellente musique sans qu'il fût besoin de souffler dedans. Il nous joua d'abord la marche prussienne, puis Sans amour et sans vin, puis Quand je suis triste, puis Hier soir le cousin Michel, et maintes chansons populaires, entre autres la ballade Tout repose dans les bois. Cette aventure fut la dernière de mon voyage en Russie. Beaucoup de voyageurs ont l'habitude, en narrant leur aventure, d'en raconter beaucoup plus long qu'ils n'en ont vu. Il n'est donc pas étonnant que les lecteurs et les auditeurs soient parfois enclins à l'incrédulité. Toutefois, s'il était dans l'honorable société quelqu'un qui fût porté à douter de la véracité de ce que j'avance, je serais extrêmement peiné de ce manque de confiance. Et je l'avertirai qu'en ce cas, ce qu'il a de mieux à faire, c'est de se retirer avant que je commence le récit de mes aventures de mer, qui sont plus extraordinaires encore, bien qu'elles ne soient pas moins authentiques.